Démonologie, c'est un petit jeu d'horreur qui met très mal à l'aise. Le principe est simple, on est missionné par l'église pour enquêter dans un village. Il y a une sorcière qui pactise avec le diable, on a 5 jours pour la trouver. Au départ, on s'attend à cocher des cases, à aligner 2 ou 3 indices, à découvrir la vraie sorcière dans un twist final. À la place, le jeu nous demande d'appuyer sur un bouton torture, de gérer des barres de douleur et de prendre des décisions avec zéro certitude. Le principe du jeu pourrait faire penser à FNAF, 5 jours à répéter des routines avant de découvrir la fin, sauf qu'ici, ce n'est pas moi qui devrais avoir peur de ce qui rôde la nuit. En arrivant dans le village pour la première fois, on a ce moment très étrange où le jeu nous demande d'enquêter, et en même temps, tout ce qu'on voit, c'est une potence déjà prête au milieu de la place. Le verdict semble avoir été rendu avant même le début de l'investigation, et on arrive pour remplir les papiers. Alors on commence la ronde en bon petit fonctionnaire de Dieu. Un lieu après l'autre, un suspect après l'autre. Le jeu nous laisse choisir où on va, mais on va quand même tout voir, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Sur le papier, notre boulot, c'est de repérer l'intrus parmi 6 visages, un peu comme dans No, I Am Not Human. Les personnages interrogés vont tout faire pour être innocentés, et nous, on doit repérer les petits détails suspects. Alors, premier arrêt, le forgeron. Sa maison est malaisante, des toiles d'araignée partout, des caches pendues au plafond, des outils qui traînent, et au fond, dans la pénombre, ce type avec un regard vide. Une espèce de mâchoire de fer est rivotée à son crâne. Il se présente, Osvin. Dès la première minute, c'est lui qui donne le ton. Il m'explique que la maudite Pastora a maudit sa mâchoire, qu'elle s'est détachée, qu'il a dû la rattacher lui-même, qu'il a presque littéralement dû se ressouder la gueule. Il veut sa vengeance, il veut son spectacle, et il veut que ce soit moi qui tire la manette. Je tente de lui poser des questions, plus neutres, savoir ce qu'il fait dans la vie pour voir s'il a d'autres centres d'intérêt que la pendaison. Il me répond qu'il répare un peu tout, mais surtout les charrues. Dans le coin, on fabrique un peu moins d'armes qu'avant, mais il s'en sort quand même. Au passage, il me dresse un petit plan de village. Un vieux prêtre à l'église, le pêcheur qui traîne près du pont, une jolie femme qui tient ses plantes au cercle de pierre, et une vieille folle dans les bois. En 5 phrases, ça y est, j'ai la carte, les 6 suspects. En sortant de chez lui, le cadran solaire au centre de la place se met à bouger, légèrement. Le temps avance, je comprends alors le principe. Chaque conversation importante fait tourner la journée. Chaque piste prise au sérieux nous rapproche de la potence. On retrouve un peu la même pression invisible que dans Pathologic 2, ce survival horror où chaque déplacement dans la ville infectée fait tourner l'horloge pendant que la peste gagne du terrain. Je décide alors de rendre visite à la Pastora, histoire d'entendre l'autre version. De loin, la scène résume déjà le conflit. Un enclos défoncé, des moutons morts au sol et une femme usée plantée au milieu de ce désastre, comme si toute sa vie tenait derrière cette barrière en morceaux. Elle ne me demande même pas qui je suis, elle me demande si j'ai vu la malédiction qui pèse sur elle. Selon elle, le forgeron a envoyé son familier, un loup, massacrer son troupeau. Elle parle de magie, de punition démoniaque. Comme j'ai déjà parlé à Osvin, un nouvel intitulé de dialogue apparaît. Alors je comprends, de nouveaux dialogues deviennent accessibles quand on récolte les ragots du coin dans le bon ordre. Je lui balance donc la version de l'autre. Osvin affirme que vous avez maudit sa mâchoire, qu'elle est tombée. Elle éclate presque. Des mensonges, il a fait ça lui-même, avec ses expériences ratées. Le ton monte vite. Mon personnage glisse très naturellement de « je cherche la vérité » à « est-ce que vous aimez Dieu ?» Elle finit par lâcher une phrase amère. Avec tout ce qui m'arrive, je me demande si c'est lui qui m'aime encore. Et moi, inquisiteur modèle, je la menace à demi-mot. Si elle ne respecte pas l'église, je peux très bien la faire pendre au bout d'une corde à la fin de la journée. Elle recule, dit que ce n'était qu'une blague, et refuse d'en dire plus. On n'a même pas terminé le tour de village qu'on a déjà l'impression de s'adonner à une prise d'otage. Alors je pars, je change d'air. Direction le pont et ce fameux pêcheur. De loin, sa silhouette ne ressemble à personne d'autre. L'homme est littéralement couvert de poils, le visage mangé par la barbe, les épaules envahies par une toison sombre. Quand on lui parle, il commence par une boutade. Il se moque de moi, ouvertement, me traite de fanatique. Je lui demande ce qu'il fait exactement. Il me dit qu'il pêche, qu'il s'occupe de sa petite vie. Il baragouine des phrases vaguement philosophiques. La vie est déjà assez étrange quand on y pense. Le pêcheur, c'est le gars qui refuse d'entrer dans la logique du procès. Et ça, évidemment, dans un jeu qui atteint une progression, ça devient rapidement suspect. Mais pour l'instant, il semble impossible de tirer quoi que ce soit de lui. Alors je finis par me diriger vers le cœur religieux de l'endroit, l'ancienne église. L'intérieur est aussi poussiéreux que la forge, avec des bancs vides, des toiles d'araignée tendues. Au fond, un vieux prêtre attend, Euseb. Je vais droit au but. Je lui explique que je cherche le loup dans le troupeau. Il blêmit, avec l'air de quelqu'un qui redoutait déjà cette visite. Il semble inquiet. Il me dit qu'il espère que j'utiliserai bien ma main armée pour débarrasser la région du mal. Je lui demande combien de personnes vivent ici. Actuellement, ils sont 6, mais auparavant, ils étaient 9. Et là, il déroule la liste des morts et disparus, comme s'il faisait un inventaire. La femme du forgeron a été emportée par la fièvre cet hiver. Le mari de la Pastora s'est carapaté, en laissant des dettes. Et un chevalier de passage que personne n'a revu depuis une semaine. Le prêtre sert ici depuis 14 ans. Quand je lui demande s'il a remarqué quelque chose d'étrange, il parle tout de suite de Lilia. Une femme qu'on n'a pas encore rencontrée, qu'il a vue danser la nuit, au cercle de pierre entouré de silhouettes sombres. Dans sa tête, le procès semble déjà écrit, il lui manque seulement un juge. Et sans qu'on s'en rende compte, le premier jour se termine. Le cadran solaire bascule vers la nuit, l'écran s'assombrit, et notre personnage s'écroule pour dormir. C'est là qu'arrive le premier rêve. Le premier cauchemar est brut. Un homme court dans la forêt, paniqué, haletant, poursuivi par quelque chose qu'on ne voit pas encore.
Au loin, une silhouette lève les bras. Une malédiction invisible frappe le fuyard. Ses bras se transforment en branches, ses jambes en racines et il finit figé, métamorphosé en arbre. Le jeu retire le texte et l'interface. Il garde uniquement l'image, avec assez de signes pour que mon cerveau déjà bien conditionné fasse le lien avec la vieille des bois qui m'attend pour le lendemain. Alors, le jour 2 commence. Le jeu m'indique qu'il reste 3 jours avant l'exécution. Ça a l'air confortable, 3 jours. Je décide d'aller voir la fameuse Lilia. Elle est assise au milieu d'un cercle de pierre comme un centre de gravité au milieu du village. C'est une femme d'une trentaine d'années, probablement la plus jeune du coin, et déjà on sent le décalage. Dans ce trou perdu, 35 ans, c'est presque la jeunesse éternelle. Elle m'accueille d'une manière un peu troublante. Elle me trouve charmant. Elle me parle des herbes qu'elle utilise pour soigner les gens. Elle connaît tout le monde, bien sûr. Et puis, quand on parle du père Eusèbe, son sourire disparaît. On ne cherche pas le salut chez lui. Il s'est jeté dans le fanatisme. Et puis, elle parle du pêcheur. Selon elle, c'est une âme inoffensive malgré son apparence. C'est le premier témoignage vraiment positif sur quelqu'un dans ce village. Et forcément, ça ressort. Alors, quand mon personnage fidèle à sa fonction lui demande si elle s'est déjà adressée à Satan, elle répond qu'elle ne saurait même pas comment faire. Le prêtre, lui, l'a pourtant décrit en train de danser au milieu des ombres. Elle répond que depuis la disparition de son amant, elle n'a plus vraiment envie de danser. Et c'est là qu'apparaît un autre morceau de la tragédie, Gavin. Un garçon d'écurie du village voisin qui avait économisé pour qu'ils puissent partir ensemble, se marier et commencer une vie à deux. Lilia me demande si je ne l'ai pas croisé en arrivant. Je réponds que non, et puis elle conclut la conversation, avec ce vide. Il reste un lieu, la lisière de la forêt. En fait, ça ressemble presque à un marécage. Les arbres semblent pourris, la terre est détrempée et pendue à une branche, un genre de petit totem de branches et d'eau. Au fond, une vieille femme ridée, Griselda, nous accueille avec l'œil mauvais. Elle hurle que la forêt est à elle, que le village est plein de sorcières, qu'elle va me maudire, moi aussi. Elle me souhaite des furoncles sur le sexe, des larves dans le derrière. C'est très précis, très visuel et très gratuit. Mon personnage la menace de lui arracher la langue. C'est un ping-pong de vulgarité et de haine qui, paradoxalement, la rend presque sympathique. Au moins, elle ne ment pas sur ce qu'elle pense. Quand je reviens la voir un peu plus tard, elle se pose à peine, puis change de cible. Elle affirme que tout le village a déjà partagé son lit avec le diable, et puis elle attaque le prêtre. Je l'ai vu prier, les mains tournées vers le bas, pour Lucifer dans les profondeurs. Je lui demande quand est-ce qu'elle a vu ça. Elle me répond demain, puis elle ne sait plus si c'était hier. Elle mélange les temps, les souvenirs, les insultes. Elle a peut-être vu quelque chose, peut-être rien du tout. Mais pour mon personnage, c'est une nouvelle cartouche à tirer. Alors je retourne à l'église. Le prêtre, cette fois, m'accueille avec un agacement à peine masqué. Il trouve que je passe beaucoup de temps dans la maison du Seigneur pour quelqu'un censé traquer le démon. Je lui glisse que certains habitants ne diraient pas la même chose de lui. Sa réaction arrive immédiatement, il veut savoir qui médit de lui. Je réponds vaguement que ce sont les mêmes qu'il serait prêt à accuser. Il se hérisse, me rappelle qu'il est homme de clergé, demande presque des comptes à Dieu en direct. Et évidemment, il retombe sur Lilia comme principal suspect en ignorant tout ce que j'ai entendu ailleurs. Je commence alors une série d'allers-retours. Je retourne voir le forgeron, il se plaint toujours de la pastorat, accuse sa clôture de mouton d'être une excuse, affirme que la sienne tenait parfaitement. C'est elle qui a laissé le portillon ouvert, d'après lui. Je lui demande s'il a travaillé souvent pour elle, il me répond qu'il a surtout travaillé pour son mari, qu'il lui doit encore de l'argent. On sent le ressentiment, des factures impayées, une clôture mal vissée, des voisins qui se détestent. Alors je repasse par le pont. Le pêcheur me propose de nouveau du poisson, comme si de rien n'était. Mon personnage, très délicat, lui demande la nature de sa déformation. Il répond simplement que son père était pareil, couvert de poils de la tête aux pieds, et qu'il n'a jamais connu autre chose. Alors je retourne voir la pastorat. Elle est toujours plantée au milieu de ses moutons morts, et cette fois, c'est elle qui se lance dans les accusations. Elle jure avoir vu le forgeron discuter avec ses familiers, un corbeau au bec abîmé, un loup gris. Elle dit qu'il a envoyé le loup sur ses bêtes parce qu'elle a refusé de payer pour la clôture. Et quand on regarde réellement la clôture dans le décor, elle est en miettes. On ne sait pas si elle l'était déjà, si le loup est passé, si elle croit ce qu'elle dit. On sait juste que tout le monde a une bonne raison ici d'en vouloir à quelqu'un d'autre. Et là arrive un moment très bizarre de game design. J'ai fait le tour de tout le monde. J'ai posé toutes les questions disponibles. J'ai épuisé toutes les lignes de dialogue qui se débloquent en obtenant des informations. Pourtant, le temps ne bouge plus. Le cadran solaire reste bloqué à la fin d'après-midi du jour 2. Comme si le soleil refusait de se coucher tant que je ne fais pas ce qu'on attend de moi. Je tourne encore un peu en rond, par acquis de conscience. Je reparle au forgeron, à la pastorat, au prêtre, au pêcheur. Rien. Rien du tout. Plus de nouveaux dialogues. Le village reste figé dans une tension, prêt à éclater. À ce stade, Démologie a déjà posé ses cartes sur la table. L'enquête, la logique, les contradictions. Tout ça ne suffira pas. Si je veux que le jour se termine, il va falloir que je teste les autres options que le jeu me propose. Celles que j'ai soigneusement ignorées jusqu'ici. Celles qui sont rangées dans un menu, sous un mot très direct. Torture. Comme le jeu refuse d'avancer tant que je reste gentil, je me retrouve obligé, pour continuer, d'appuyer sur ce bouton que je regardais du coin de l'œil depuis le début. Je commence par ce qui me paraît, dans ma tête de joueur biaisé par les interactions, le choix le plus facile à justifier, la pastorat. Elle accuse tout le monde, elle est superstitieuse. Je n'ai pas le choix, on doit vérifier. Alors je lance la conversation avec elle, et je clique sur le bouton. Le procédé, c'est l'Odali par l'eau, une torture qui a réellement existé. Dans Démonologie, ça devient un mini-jeu. On l'attache, on la plonge, on laisse remonter la barre de souffle, on la replonge, on recommence.
Ça reprend le principe de mini-jeu de pêche qu'on voit partout, celui de Stardew Valley par exemple, avec sa barre qui monte et descend, sauf qu'ici, ce qu'on ramène c'est une femme qui se noie si on gère mal le timing. Au bout de quelques immersions, elle craque, elle hurle qu'elle ne comprend pas pourquoi on la torture, qu'elle n'est pas la sorcière, que le véritable démon, c'est le forgeron. Il aurait donné sa mâchoire à Lucifer en échange de la mort de ses moutons, que les loups de l'enfer auraient ravagé le troupeau pour la chasser de ce coin de misère. Je récupère mon premier aveu de sorcellerie. Le fait que malgré cette torture, elle n'avoue rien me fait suspecter plus intensément le forgeron. Alors je retourne voir Oswin avec ce nouvel argument. Et cette fois, je viens avec un outil. Démonologie me propose un nouveau mini-jeu. C'est un petit étau en bois qu'on place autour des pouces et qu'on referme lentement. Historiquement, ce genre d'appareil a vraiment été utilisé pour briser les doigts des accusés, jusqu'à ce qu'ils avouent. Dans Démonologie, ça devient un mini-jeu de précision, une barre, un point blanc à viser, et à chaque réussite, un cran de plus. Je coince les pouces du forgeron, je commence à appuyer. Les hurlements sont pires que ceux de la Pastora, parce que cette fois, on regarde ses mains, ses doigts qui craquent. Il ne me donne pas d'énormes révélations. Il répète que la Pastora est une menteuse, qu'elle n'a jamais payé la clôture, qu'elle a oublié de fermer son fichu portillon. Il me supplie d'aller la pendre. En forçant un peu, il finit par mentionner en détail une petite tête de mouton qu'elle a rejetée devant chez lui, entourée de signes tracés dans le sang de l'animal. Il jure l'avoir vue, puis se contredit à moitié. Il a bien vu le sang, pas la tête, ou alors il croit s'en souvenir. En revanche, il a remarqué ce même type de signe gravé sur des arbres, dans la forêt. Au final, on revient au point de départ. La Pastora accuse le forgeron accuse la Pastora. Sauf que moi, j'ai cassé des doigts et j'ai failli noyer quelqu'un. En tout cas, le jeu, lui, est satisfait. La journée se termine enfin. Mon inquisiteur s'endort. Cette fois, le rêve est différent. Je vois le cercle de pierre. Au centre, une silhouette féminine que je reconnais vaguement comme Lilia. Elle tient quelque chose dans les bras. Un paquet très petit, enveloppé de tissu qui ressemble à un bébé. Au-dessus d'elle, des voiles de soie. Une grande tapisserie suspendue dans les airs. Elle accroche cette forme à l'armature comme une marionnette, et de cette toile tombe une créature enroulée dans des fils. Quand ça se déplie, cette chose a l'allure d'un fœtus monstrueux, déformé comme un insecte. On se réveille, sans plus d'explication. Juste une intuition, il y a une histoire de bébé dans ce village. Peut-être que c'est un miroir déformé de ce qu'on nous a raconté la veille, ou peut-être que c'est un signe. On est à présent au jour 3. Il reste 2 jours. Là, on ne peut plus faire semblant. Pour avancer vraiment, il va falloir sortir la caisse à outils complète. J'ai l'impression que dans tous les cas, ils devront tous y passer, alors je commence par la vieille de la forêt, Griselda. La méthode, cette fois, c'est la marque du diable. À l'époque, on croyait que Satan, en scellant un pacte avec sa servante, lui laissait une trace insensible, comme une morsure qui ne sentirait plus rien. Les inquisiteurs plantaient alors des aiguilles un peu partout, et une zone sans réaction devenait une preuve irréfutable d'un contrat démoniaque. Dans Démonologie, ça se traduit encore par un mini-jeu. On plante, on atteint une réaction, on insiste. Griselda hurle, m'insulte, me promet 1000 morts. À force de coups, elle finit par lâcher un morceau. Elle affirme qu'elle est une sorcière, elle ajoute que la Pastora et le pêcheur le sont, qu'ils se nourrissent tous de charognes comme des vautours de l'enfer et qu'ils se repaîtront de mon cadavre si je ne les étrangle pas avant. C'est un feu d'artifice d'accusation qui ne filtre rien parce qu'elle désigne tout le monde à la fois. Ça ne semble mener à rien. Alors je me tourne vers la figure centrale, le prêtre. Lui, je l'ai entendu prêcher, accusé, pointé du doigt. C'est le moment de le faire passer de l'autre côté de la table. Le jeu me propose une nouvelle méthode, une sorte de garrot pour la langue. 2 crochets viennent saisir sa langue et nous, on doit tirer. Là aussi mini-jeu, là aussi barre à remplir, là aussi hurlement insoutenable. Et là, franchement, je décroche. À partir de ce moment du jeu, j'ai décidé de zapper ces animations. Le prêtre, lui, se confesse, il laisse échapper des choses bizarres. Il invoque le nom d'Azraël, l'ange de la mort qu'on retrouve dans certaines traditions, sans correspondre à la théologie officielle de l'église qu'il est censé servir. Il me supplie d'avoir pitié, affirme qu'il ne comprend pas pourquoi je le poursuis alors que, selon lui, la vraie sorcière court encore. Il redit avoir vu Lilia porter des bébés jusqu'au cercle de pierre, les confier à une spirale païenne. Il insiste sur le fait qu'il prie pour qu'elle finisse pendue. Je relève surtout un détail, tout tourne autour de cette femme. Alors je me dis que c'est le moment d'aller la voir. Lilia ne m'accueille plus avec des sourires ironiques. Après la torture, elle demande grâce. Elle insiste sur l'innocence de ses plantes, un peu de lavande, du romarin. Elle assure qu'il n'y a rien de diabolique dans ces herbes. Ce ne serait que des remèdes pour les mêmes gens qui l'accusent. Elle explique qu'il n'y a pas une âme dans ce village qui n'ait pas profité de ses soins, à l'exception du prêtre, qui la regarde avec un mélange de haine et de désir mal digéré. Quand je lui répète ce que le père Euseb affirme, quand je répète l'histoire des nouveau-nés qu'elle aurait portés jusqu'à la spirale de pierre, elle se brise. Elle se met à pleurer, dit que si seulement c'était vrai. Alors elle explique, elle a failli avoir un enfant, avec Gavin. Il avait presque assez économisé pour s'enfuir ensemble, pour se marier, commencer une vie ailleurs. Le prêtre a condamné la grossesse, l'a traité d'abomination, d'enfant du péché, puisqu'il n'était pas marié. Elle me supplie de ne rien dire à Gavin si je le croise, comme si elle refusait encore de croire qu'il a disparu pour de bon. On sent dans chaque phrase que ce qu'on appelle sorcellerie dans ce village recouvre tout ce qui sort des normes sociales, aimer la mauvaise personne au mauvais moment, sous le regard du mauvais curé. Et puis je termine ma journée par celui que j'avais le plus épargné jusque-là, le pêcheur. Je lui tombe dessus, avec la même brutalité que les autres, parce qu'au fond, le jeu m'a appris une chose, pour avancer, il faut faire mal, sinon on restera bloqué. C'est une logique de puzzle, on ne débloque les lignes de dialogue importantes qu'après s'être montré suffisamment brutal.
Le pêcheur résiste, à sa manière. Il n'invente pas de pacte ou de signe, il ne se livre pas à des descriptions de sabbats ou de loups infernaux. Il me dit simplement que c'est absurde, que je ne trouverai pas de sorcière ici ni ailleurs, qu'il comprend bien comment j'ai arraché des confessions aux autres, exactement comme je suis en train de tenter de le faire parler, lui. Il me demande si je prends du plaisir à les faire souffrir. Il me demande comment je dors, avec toutes ces images dans la tête. Il me demande surtout si je crois vraiment que mes rêves sont des preuves. Malgré la douleur, ses propos semblent lucides, comme s'il voyait en dehors du jeu. Finalement, je n'en ai rien tiré, et la fin du jour 3 s'annonce. Le bilan moral est impressionnant. J'ai noyé, écrasé, piqué, arraché. En échange, j'ai récolté des aveux incompatibles, des versions contradictoires. La nuit tombe encore une fois. Cette fois, le cauchemar est simple. Une brebis noire observe un troupeau dans un pré. On parle beaucoup de loups dans cette histoire. Ici, le loup prend la forme de ce mouton sombre au milieu des autres, la bête en peau de brebis que les sermois adorent citer. Et puis, on entend le coq chanter. C'est le début du jour 4, avec ce qu'il promet, plus de torture, plus de sang. Et surtout, un choix qui approche lentement. Il va falloir décider qui va monter sur la potence, avec ou sans vérité. On n'a toujours pas de coupable solide. Je retourne voir Griselda, la vieille de la forêt, histoire de vérifier si quelque chose a changé. Elle est toujours insultante. Elle accuse Osvin, le forgeron, qui danse dans les flammes du diable, des flammes blanches, plus brillantes que tout ce qui existe sur Terre. Elle me promet qu'il va me souder les chevilles aux oreilles, que les feux qui l'alimentent ne sont pas de ce monde. Alors c'est suffisant pour qu'on retourne à la forge pour le confronter. Je relance Osvin. Griselda l'accuse d'alimenter des feux surnaturels, de jouer avec des flammes qui ne peuvent être qu'infernales. Une fois encore, je sors l'étau à pouce, parce que visiblement, discuter n'a plus la moindre efficacité dans ce village. J'appuie, il hurle. Et là, enfin, il dit quelque chose qui ressemble à une vérité différente de celle que j'attendais. Il finit par admettre qu'il bidouille effectivement un projet dangereux, un objet que lui a vendu un Allemand de passage, une poudre rouge, extrêmement puissante. Quand il l'enflamme, ça a produit un éclat blanc, plus brillant que tout ce qu'il a vu d'habitude. En d'autres termes, de la proto-poudre à canon, ou quelque chose qui s'en rapproche. De la chimie, en somme. Les rumeurs de rituel venaient d'une expérience technique. Je regarde mon inquisiteur, puis je regarde cet artisan qui joue avec ce qu'il ne comprend pas tout à fait. Je repense aux rumeurs de la veille. Et là, je comprends. Dans ce monde-là, dès que quelqu'un manipule un objet un peu trop moderne, c'est une preuve de sorcellerie. Alors je laisse Osvin se tordre avec ses pouces en charpie, et je retourne voir la pastora. Cette fois, quand je clique sur la torture, notre personnage sort le garrot à langue. Le jeu me propose encore une fois d'attraper cette langue et de tirer, jusqu'à ce qu'elle lâche quelque chose. J'ai déjà vu l'animation, je sais à quoi m'attendre. Je la passe en partie. Sous la douleur, elle finit par craquer. Elle avoue qu'elle a menti sur le forgeron, qu'il n'a jamais discuté avec un corbeau au bec fendu, ni envoyé un loup démoniaque contre ses moutons. Elle admet qu'elle a oublié de fermer le portillon, que sa clôture était pourrie, que son troupeau est mort par sa faute. Elle reconnaît que son histoire de familier servait surtout à mettre quelqu'un d'autre sous la lumière divine et la corde qui va avec. Mais comme il faut toujours que quelqu'un soit coupable, elle rebondit immédiatement. Elle déplace l'accusation vers le pêcheur. Il ressemble trop à un animal pour être innocent, et elle imagine très bien qu'il ait pu manger ses moutons. Et là, je commence enfin à comprendre le schéma. Personne n'est coupable, mais tout le monde est prêt à sacrifier quelqu'un d'autre. Alors je retourne voir le pêcheur. Lui aussi a droit à sa séance, parce que dans tous les cas, le jeu m'y oblige. Si je n'utilise pas toutes les options, le temps n'avancera pas. Alors je lui broie les pouces à lui aussi. Sa réponse, c'est un mélange d'épuisement et de mépris. Il admet que je l'ai brisé, mais il continue à nier. Il n'est pas une sorcière, il ne l'a jamais été. Et il me lance à la figure une phrase qui résume tout. Je n'obtiendrai jamais la vérité que je cherche. J'obtiendrai les vérités que je veux entendre, arrachées sous la douleur. Et puis la journée se termine là-dessus. Cette fois, le rêve est pour le forgeron. Je vois Osvin marteler une croix de fer dans un brasier aveuglant. Les fameuses flammes blanches jaillissent autour de lui. À l'arrière-plan, une brebis noire attend, immobile, la même que dans le rêve précédent. Le forgeron lève la tête. Son visage se transforme en crâne de corbeau, puis la tête de la brebis roule au sol, tranchée d'un coup. C'est un collage presque parfait de tout ce que mon personnage a entendu dans la journée. La poudre rouge, la tête de mouton lancée devant sa porte, le loup. Et puis arrive le jour 5, le jour de la pendaison. Et là, démonologie me surprend. Aujourd'hui, pas de discussion. L'interface s'ouvre sur une simple question. Qui est envoyé à la potence? Je peux choisir n'importe qui parmi les 6. Alors je choisis. La corde descend, le corps tombe. C'est tout. Le jeu ne valide rien. Aucune solution. À la fin, la seule chose certaine, c'est le paiement. L'État nous rémunère pour avoir pris une décision. L'Église considère que justice a été rendue, et moi, je quitte ce village, sans jamais savoir si j'ai fait pendre un innocent ou un coupable. Et là, moi, en tant que joueur, je ne me sens pas satisfait. Je veux des réponses, je veux savoir, je veux comprendre. Alors je fais ce que tout joueur aurait fait. Je relance une partie. Cette fois, je décide directement de faire ce que le jeu attend que je fasse. Je pousse la logique démonologique jusqu'au bout. Tout le monde sera torturé, dès le début. Je me sens coincé entre deux envies incompatibles, vouloir savoir et ne pas vouloir faire de mal. Alors, je vais directement voir Osvin. Je le torture directement plus loin que dans la première partie. À la 3e session, il finit par lâcher une confession complète. Il admet avoir appelé Lucifer lui-même, avoir attisé les feux de l'enfer pour envoyer des loups démoniaques sur le troupeau de la Pastora parce qu'elle n'a pas payé sa clôture.
Il pleure, et il rage, et il jure que oui, il a vraiment fait de la sorcellerie, et ajoute que la vraie sorcière c'est elle, que je devrais l'enfermer d'abord, lui ensuite. Bref, on dirait que c'est une confession construite pour survivre à ce que je suis en train de lui infliger. Je me souviens très bien de ce que la pastora m'a dit dans la partie précédente, comme dans celle-ci. Elle avait inventé l'histoire du familier, elle avait oublié de fermer le portillon. Tout venait de sa négligence. Les deux aveux sont complètement incompatibles. Les confessions fonctionnent comme des reflets. Les accusés finissent par dire ce que je veux entendre pour que les tortures cessent. Alors je retourne voir la pastora. À la 3e torture, elle finit, elle aussi, par formuler une confession complète. Elle dit qu'elle est la sorcière, qu'elle a massacré son troupeau en guise de sacrifice au diable pour maudire la mâchoire du forgeron, que tout ce village est maudit de toute façon. Elle me supplie presque de l'envoyer à la corde, de la sortir de ce trou perdu. Là, on sent quelque chose d'autre. À cause de moi, ce village est devenu une prison à ciel ouvert. La pendaison prend l'allure d'une issue de secours. Et puis une nouvelle nuit passe, avec un rêve consacré cette fois au prêtre. Je le vois prier, les mains tournées vers le bas, dirigées vers quelque chose qui rampe sous terre, comme Griselda l'avait décrit. Autour de lui, des vers, des choses qui grouillent. Toute sa piété semble littéralement pourrie de l'intérieur. Alors, au matin, je vais le voir. Au début, il garde son masque habituel. Il revient sur la pastora, sur sa confession, sur la nécessité de maintenir les femmes sous tutelle. Puis il finit par craquer. Il avoue avoir convoité Lilia, l'avoir désirée, l'avoir fantasmée comme une tentatrice envoyée pour l'éprouver. Il raconte qu'une chèvre noire serait venue lui proposer un marché pour qu'il puisse la posséder. Il admet avoir imploré, supplié, prié la bête pour obtenir ce droit. Et surtout, il confesse le meurtre de Gavin, le garçon d'écurie qu'elle aimait, celui avec lequel elle voulait partir. Il explique l'avoir enterré à moitié, la tête plantée au milieu d'un vieux frêne, comme un trophée caché. Alors je vais voir Lilia, je pousse là aussi l'interrogatoire. Elle résiste, insulte, supplie. Elle répète que le mal de ce village vient du prêtre, qu'elle l'a vu danser avec des ombres dans l'église, qu'il y a quelque chose de visqueux en lui, comme une bête cachée sous une peau de brebis. Et puis je lui rapporte ce qu'il a avoué. La mort de Gavin, la tête plantée sous l'arbre. Elle commence par nier, hurler que c'est impossible, que le monde ne peut pas être aussi abominable, puis très lentement, elle glisse de la colère au désespoir. Elle accepte que ce soit plausible. Elle maudit le prêtre, souhaite que la corde le prive de vie jusqu'au dernier souffle, et c'est là qu'elle me donne la dernière pièce de la scène. Elle avoue qu'elle a essayé de l'empoisonner en mettant de la belladonna dans son vin, avec l'aide de Griselda qui connaît les plantes toxiques de la forêt. Elle se revendique sorcière, elle aussi, dans un sens très concret, quelqu'un qui utilise les outils à sa portée pour rendre un peu de justice à un homme qui l'a violentée et a tué l'homme qu'elle aimait. Nous sommes les sorcières, finit-elle par dire en parlant d'elle et de la vieille. Essayez donc de passer une corde autour de nos cous à toutes les deux. Alors, il ne me reste qu'une chose à faire dans cette partie. Repasser par Griselda et par le pêcheur. La vieille confirme dans son langage bancal ce que je sais déjà. Oui, elle a vu Lilia faire des choses impies au cercle de pierre. Oui, elle se moque du fait que Gavin ne reviendra jamais parce que le prêtre s'en est chargé. Elle reste dans ce flou, elle me défie de réussir à lui passer la corde au cou. Le pêcheur, lui, ne bouge pas. Il me renvoie encore une fois en pleine figure la mécanique que je suis en train de suivre. Je dis que j'ai des confessions d'Osvin et de la pastora. Il répond que c'est logique, vu comment je les ai traités. Alors je ramène mes rêves sur la table. Il éclate presque de rire, me demande si je me rends compte que je prends des cauchemars pour des preuves. Il me traite de parasite, de sanctu. Quelqu'un qui offre de la douleur contre de l'or, qui vend des exécutions emballées dans des formulations de justice. Et c'est à ce moment-là que je comprends. Je ferme le jeu. Je crois qu'il n'y a pas de vraie réponse. Le but de démonologie, c'est de me montrer la fabrication d'une sorcière à partir de presque rien, en ajoutant une couche de douleur à chaque conversation. Quoi qu'on fasse, aucun dialogue ne finit par accuser quelqu'un de manière consensuelle. Le forgeron et la pastora s'accusent mutuellement. Le prêtre et Lilia aussi. Griselda veut que tout le monde paie, et le pêcheur répète que tout ça repose sur la peur. Et moi, j'ai transformé tout ça en jugement, et une fois que quelqu'un pend, tous les autres se sentent soulagés. Le pire, c'est qu'une partie de l'histoire de l'église ressemble à ce que je viens de faire, du langage de Dieu utilisé pour faire avaler la violence. Au bout du compte, démonologie laisse avec une image simple. Une potence, un corps qui se balance, un homme de Dieu qui recompte sa bourse, et une machine qui continuera sans nous. Enfin, voilà. Démonologie, en gros, c'est ça.